Chapitre 46 Incube et succube, fétichisme et processus d'évocation. Nous sommes ici devant toute la riche et étrange matière formée par les légendes et les mythes héroïques, dans lesquels une femme surnaturelle se présente comme celle qui donne la vie, la sagesse, la santé, une nourriture mystique, une force sacrée et même l'immortalité. Ce thème est très souvent lié à celui de l'arbre. Dans les représentations égyptiennes par exemple, la déesse qui détient la clé de vie ou la liqueur de vie, à savoir Nut, Maït ou Hathor, se confond fréquemment avec l'arbre sacré. Celui-ci ne se présente comme arbre de la tentation que dans le mythe hébraïque, tandis qu'il est celui de l'éveil dans le bouddhisme ou bien l'arbre de la victoire et de l'empire dans la légende du prêtre Jean. Nous avons étudié ailleurs ces légendes et indiqué quel sens est le leur dans les mythes héroïques. Nous mettrons ici en relief deux exemples particuliers. Selon la doctrine hindoue de la royauté, la légitimité du pouvoir serait accordée à un souverain par son union avec la déesse, Shri Lakshmi, qui est son épouse par-delà les femmes humaines qu'il peut avoir. Cette épouse possède les traits d'une force surnaturelle animatrice. Elle est source de fortune royale, Raja Lakshmi, si bien que le roi perdrait le trône si elle l'abandonnait. De même, dans le cycle méditerranéo-oriental reviennent des représentations de déesses qui apportent au roi la clé de vie, idéogramme dont le son est An, qui veut dire vivre, vivant, avec pour contrepartie des formules analogues à celles adressées par le roi Assurbanipal à la déesse. Quand il dit « De toi j'invoque le don de vie », on lit dans le Zohar « Tous les pouvoirs du roi sont confiés à la matrone ». Et aussi, la voie qui mène au grand et puissant arbre de vie est la matrone, qui équivaut à la Shekinah en tant qu'épouse du roi précisément. On peut relever d'autre part qu'un dernier écho d'idées de ce genre s'est conservé jusque dans le christianisme. Dans la Vierge divine, conçue comme la médiatrice toute-puissante de la grâce, réapparaît en effet le thème général d'un principe féminin d'où procède une influence surnaturelle, qui vient s'ajouter aux forces purement naturelles et créaturelles de l'homme. Et ce même si l'on fait abstraction d'attributs comme ceux que nous avons déjà cités, figurant dans un hymne akatiste. Nous reviendrons sur cet ensemble, sans négliger ce qu'il offre dans l'ordre d'une possible expérience érotique. Nous dirons pour l'instant qu'il n'est pas totalement étranger à certaines conceptions de la magie et qu'il faut même reconnaître son appendice ténébreux dans les phénomènes du succuba et de l'incuba, phénomènes qui furent connus dès l'époque des Sumériens. On peut citer à ce sujet le passage suivant de Paracels. Ouvrez les guillemets. Cette imagination dérive du corps sidéral comme en vertu d'une espèce d'amour héroïque. C'est une action qui ne s'accomplit pas dans l'accouplement charnel. Isolé, un tel amour est à la fois père et mère du sperme pneumatique. De ce sperme psychique tirent origine les incubes qui oppriment les femmes et les succubes qui s'attachent aux hommes. C'est ce qui porta le nom dans le Moyen-Âge allemand d'Alpmine. Dans un langage chiffré, Paracels fait ici allusion à un pouvoir évocatoire de l'imagination qui peut conduire à des contacts psychiques avec les puissances suprasensibles du sexe, lesquels sur ce plan peuvent pour ainsi dire se dénuder et susciter par conséquent des sensations particulièrement intenses, également associées à des images hallucinatoires. Pour les variétés moins ténébreuses et involontaires de phénomènes de ce genre, l'interprétation qu'en donna Gaïta est juste lorsqu'il dit que l'incube et le succube sont les deux formes spectrales d'un hermaphrodite convertible, si j'ose dire, à prédominance tour à tour phalloïde ou ctéimorphe, selon que l'être brutal dont l'appétit l'évoque est une sorcière ou un sorcier. Fermez les guillemets. Il s'agit de formes connatives particulières d'union absolue des deux principes du masculin et du féminin, se développant cependant de manière obsessionnelle à cause d'une non-qualification et d'une passivité du sujet face au déroulement de l'expérience, celle-ci n'ayant pas lieu sur le plan matériel. En réalité, une issue analogue sous la forme d'une possession est envisagée aussi dans les pratiques initiatiques de magie sexuelle, lorsque celles-ci avortent ou s'écartent dans leur but véritable. Correspondance intéressante car, dans ce cas, l'on sait bien de quoi il s'agit, ce qui est poursuivi.
Dans des situations de ce genre, des forces réelles, objectives peuvent jouer un rôle. Ainsi, dans le cas de l'incubat et du succubat, le fait qu'il ne s'agisse pas toujours de simples imaginations d'un érotisme schizophrénique est notamment attesté par des phénomènes extranormaux, selon la terminologie d'aujourd'hui métapsychique, qui se vérifie souvent à titre de conséquence des phénomènes de possession. C'est par exemple ce qui se produisit et qui fut constaté au XVIIIe siècle encore dans le couvent des Ursulines de Loudun. L'Antiquité connut également dans un contexte analogue des prodiges à l'occasion du déchaînement des Ménades et des Bacchantes, lorsque celles-ci se sentaient possédées par le dieu. Pline et Euripide notamment s'en font l'écho. Il s'agit de rupture de niveau par l'intermédiaire de la sexualité, rupture qui comporte parfois une abolition de la limite entre moi et nature, avec des possibilités subséquentes d'irruption de l'un dans le domaine de l'autre, ou vice-versa. Prodige dans le premier cas, possession panique dans le second. D'une manière générale, il faut savoir que ce qui parvient rarement à s'accomplir sur le plan matériel peut arriver à des formes de déchaînement sur le plan subtil, hyperphysique précisément, avec toutes les conséquences qui en découlent. C'est dans un cadre analogue que peuvent être rangés les aspects les plus profonds de ce qu'on a appelé le mystère de l'amour platonique médiéval. Il sera donc opportun de s'arrêter sur ce sujet, ce qui nous rapprochera du domaine de l'éros profane, après la précédente incursion faite dans le domaine inhabituel des formes mythico-rituelles et des institutions antiques. Nous avons déjà vu qu'au-delà de tout conditionnement contingent, le fondement de toute expérience érotique importante, c'est le rapport qui s'établit entre une personne et le principe à l'état pur, l'être, d'un individu de sexe différent. Cela implique un processus évocatoire qui n'est pas absent de l'éros profane, mais qui s'y développe seulement à son plus faible degré d'intensité et sous une forme instinctive, inconsciente. Krafft-Ebing a vu à juste titre dans Tout amour un phénomène de fétichisme, et a d'ailleurs rappelé que ce terme qui vient du portugais signifie précisément enchantement, au sens fort du mot. Cet auteur fait référence à une émotion qui n'est pas du tout justifiée, ni par la valeur, ni par la réalité intrinsèque de l'objet symbolique, celui-ci étant la personne ou la chose qui provoque l'excitation érotique. Havelock Ellis a repris cette idée. Après avoir reconnu dans le symbolisme érotique en vertu duquel la partie peut représenter et évoquer le tout, l'intégralité de l'être aimé ou désiré, la base indispensable pour expliquer le fétichisme amoureux au sens spécifique, donc pervers, l'effet aphrodisiaque provoqué par telle ou telle partie du corps d'une femme ou même par un objet ou vêtement lui appartenant, il fait avec raison un pas de plus et voit le même phénomène se répéter en grand à l'égard de l'être aimé pris dans son ensemble, lequel souvent est à son tour une espèce de symbole qui renvoie à quelque chose allant au-delà de sa simple personne. Si une personne donnée, ou même son seul corps, excité, enivre, c'est parce qu'elle évoque obscurément quelque chose qui la transcende. Aussi bien le fétichisme est-il un phénomène normal et constant. Le fétichisme anormal, pathologique, n'en représente qu'une variété aberrante qui conserve toutefois la même structuration interne que le premier. Évocation et fétichisme sont des traits récurrents de toute passion et de tout amour profond. À cela doit être rattachée la tendance de l'amant à idéaliser la femme aimée comme s'il s'agissait d'un être divin, à en faire l'objet d'un culte, d'une vénération. La tendance spontanée à l'adorer, à se mettre à genoux devant elle, même lorsqu'il s'agit d'une personne qui, dans son humanité, ne mérite pas du tout un tel traitement, qui est même, selon un jugement objectif, sans nul doute inférieur à son amant sur le plan de l'intellect, du rang, de la conduite de vie. Une déviation intervient toutefois dans les cas déjà mentionnés où la femme, support de l'évocation, inverse dans son humanité les rapports à une vie propre tellement intense qu'elle absorbe, dévore ou brûle pour ainsi dire l'image. C'est cela qui est au fondement de la phénoménologie de l'esclavage sexuel, qu'il soit physique ou psychique, avec un caractère plus ou moins obsessionnel. Phénoménologie inévitablement liée à l'amour courant, mais dont l'intervention en paralyse toute potentialité anagogique. Il faut donc rejeter l'interprétation qui ramène les faits dont on vient de parler à un phénomène d'engouement et de projection gratuite de valeur.
dicté selon Schopenhauer par le génie de l'espèce pour parvenir à ses fins. Phénomène tel qu'après la disparition de l'ivresse du premier amour ou la satisfaction concrète du désir, la réalité vraie de l'être idolâtré réapparaîtrait dans toute sa banalité. À cette interprétation, il faut en opposer une autre qui n'exclut pas que, dans les faits considérés, intervienne précisément, à tel ou tel degré, un processus d'évocation mis en œuvre par une fantaisie magique, par une imagination qui ne se réduit pas à la rêverie subjective, mais qui est une sorte de sixième sens capable de faire percevoir ou pressentir ce qui se cache derrière les apparences phénoméniques, donc qui, comme tel, loin d'être irréel, est au contraire pourvu d'un degré plus élevé de réalité. Dans des cas de ce genre, ce qui transporte vraiment et produit la fascination, c'est la femme du mental, ou femme occulte, dont nous avons déjà parlé, et l'être humain qui y correspond n'est qu'un intermédiaire en vue de l'expérience ou de l'intensification de celle-ci. Une image primordiale qu'on porte en soi, dans les strates enfouies de son être, s'exprime en acte dans certaines circonstances, en cas de rencontre avec une personne réelle, donnant lieu à une espèce de transe à la fois clairvoyante et ivre. L'image qu'on porte en soi, c'est aussi l'éternel féminin perçu objectivement dans l'être aimé, lequel subit alors un processus souvent fulgurant de transsubstantiation et de transfiguration, comme dans une dénudation, une apparition effective, une hierophanie ou cratophanie. Ce contact périlleux avec quelque chose de suprasensible peut ne durer que pour un moment exceptionnel, mais peut aussi persister pendant une certaine période de tension plus ou moins grande. Chez les amants courants, toutefois, il se développe habituellement non tant en fonction d'une véritable perception qu'en fonction de l'effet produit par l'apparition d'états émotionnels intenses. Dans l'amour du premier regard et du coup de foudre, ce processus ressemble à un court-circuit. Cette réalisation peut aussi se produire de manière inattendue dans une rencontre fugitive, l'aventure d'une nuit avec une femme inconnue, éventuellement avec une prostituée qu'on ne reverra jamais plus. C'est un miracle qui peut ne jamais se répéter durant tout le restant d'une existence, en dépit de toutes sortes de rapports d'affection et de proximité humaine avec d'autres femmes. Ou bien la transparence chez l'être aimé du pouvoir supérieur et l'action de celui-ci dans une atmosphère exaltée, qui pour les deux partenaires n'est pas seulement un climat d'évocation et de révélation, mais de participation effective, peuvent se stabiliser pendant un certain laps de temps. Comme nous l'avons dit en temps utile, il ne faut donc pas confondre la cause occasionnelle avec le fait essentiel. Et l'on doit tenir compte aussi de la marge de contingence inhérente à ce qui, tout en ne déterminant pas lui seul le phénomène, le favorise ou le conditionne. Il peut effectivement arriver que le processus ne se déclenche qu'en présence d'un être bien précis. Ici, les conditions les plus immédiates d'ordre empirique, biologique, somatique et même social sont évidentes. Tout d'abord, joue un rôle important l'idéal, non d'une beauté abstraite, le beau en soi platonicien, mais d'une beauté type propre à une race donnée, car il est peu probable, par exemple, qu'un Européen trouve avec autant de force chez une femme de couleur ou des populations sauvages que chez une femme de sa race ou d'une race proche, l'incitation et la base pour l'activation de l'image primordiale qu'il porte en soi. Il faut ensuite envisager les conditions tout aussi évidentes d'ordre biologique en rapport avec l'âge, destin auquel l'homme et la femme bien plus encore sont soumis. Avec le vieillissement, avec l'amoindrissement du fondement physique de l'amour sexuel, le support de l'évocation magique s'altère et disparaît, et tout ce qui peut subsister sera chose différente, purement humaine. C'est ainsi qu'un personnage de Barbus, parlant du temps qui est collé en nous comme une maladie, dit à la femme combien elle est précieuse en un seul instant bien précis. Ouvrez les guillemets. Je pense que ce moment n'existera plus, que tu devras changer, mourir, que tu t'en vas, et pourtant tu es là. Fermez les guillemets. C'est la tragédie existentielle de tout amour véritable. Effectivement, c'est à l'intérieur de certaines limites d'âge que la femme plus spécialement présente une matière apte à subir une éventuelle métamorphose.
Pratiquement, c'est en tirant parti des potentialités passagères, de ses charmes qu'elle possède pour une brève période que la femme cherche à attacher pour toujours à elle, comme personne empirique, un homme généralement par le mariage. Mais tout cela ne touche ni à la réalité de l'archétype, ni celle de son évocation et de sa perception, réalité en elle-même intemporelle, non liée à l'événement et à la personne empirique éphémère. Cela concerne uniquement les conjonctures nécessaires en tant que condition de l'apparition, non le principe qui apparaît et peut de nouveau se retirer, à la façon dont le feu se rend visible, retourne à l'état potentiel lorsque les conditions ordinaires de la combustion ne sont plus présentes. Qu'alors redevienne visible exclusivement la réalité prosaïque d'un être trop humain et transitoire, c'est chose naturelle, mais ce n'est pas un argument pour soutenir une interprétation abusivement généralisée de tous ces phénomènes, à l'enseigne de l'illusion et d'un romantisme insipide. Dans l'Épipsychidion de Shelley, le poète dit, ouvrez les guillemets, « Regarde là où naît une mortelle, forme divine, vie, amour et lumière lui appartiennent, et un mouvement qui pourra changer mais non s'éteindre, image de quelque éternité étincelante. » Fermez les guillemets. On doit à Carpenter certaines expressions plus pertinentes, dignes d'être rapportées. Ouvrez les guillemets. Le jeune homme voit la fille. Ce peut être un visage commun, une figure fortuite du milieu le plus banal, mais cela donne le départ. Un souvenir remonte, une confuse réminiscence. La figure mortelle extérieure s'est mêlée à la figure immortelle intérieure, et alors émerge dans la conscience une forme lumineuse et glorieuse n'appartenant pas à ce monde. L'éveil de cette image rend l'homme ivre, elle brûle et resplendit en lui. Une déesse, peut-être Vénus elle-même, se tient dans le lieu consacré de son temple. Une sensation de splendeur qui inspire de la crainte le remplit et le monde pour lui se transforme. Il prend contact avec la présence bien réelle d'un pouvoir et sent cette vie plus vaste en lui, subjective si l'on veut, mais aussi intensément objective. En effet, n'est-il pas évident que la femme mortelle qui provoque cette vision, a un étroit rapport avec elle et que c'est bien plus qu'un masque ou une formule creuse qui la lui rappelle? Non moins que chez l'homme, en elle, à l'intérieur, agissent en fait des forces profondes inconscientes, et l'idéal, apparu à l'homme de manière extatique, est étroitement lié, selon toute probabilité, à ce qui, comme archétype objectif, a agi de la manière la plus puissante dans l'hérédité de la femme, contribuant à en modeler la forme et la figure. Il n'y a donc pas à s'étonner que sa forme le lui rappelle. En vérité, quand l'homme regarde dans ses yeux à elle, à travers eux, il aperçoit une vie bien plus profonde que celle dont elle-même peut être consciente et qui pourtant est sa vie pérenne et merveilleuse. Ce qu'il y a de plus que mortel en lui contemple ce qu'il y a de plus que mortel en elle, et les dieux descendent pour se rencontrer. Fermez les guillemets. Si l'on met à part une coloration idéalisante et poétique, ainsi qu'une certaine accentuation immanentiste et biologique, les archétypes sont donc essentiellement conçus sous leur aspect de force formatrice dans le domaine de la vie, de la race, de l'espèce, même si un statut autonome leur est reconnu. Cela mis à part, Carpenter a fixé dans ses phrases les termes essentiels du processus dont il s'agit. Il y a donc une continuité entre ce qui arrive, dans une mesure plus ou moins grande, dans l'amour profane suffisamment intense, et ce qui relève d'un plan d'évocation plus réelle et secrète, lesquels conservent la structure du phénomène qu'on a appelé, avec une inconsciente prégnance d'expression, le coup de foudre. Fulguration érotique, fermeture androgyne de circuits ayant le pouvoir de tirer hors de la conscience ordinaire, à l'instar de ce qui se produit dans une initiation. Après ce retour à des phénomènes que nous avions déjà étudiés en parlant de la phénoménologie liminale de l'éros profane, phénomènes qui se sont précisés grâce à l'examen du régime des sacralisations antiques, dans leur signification la plus complète et la plus cachée, nous sommes en mesure d'interpréter correctement l'exemple que nous offre l'amour platonique médiéval.
Exemple intéressant parce qu'ici les phénomènes en question ne se bornent pas à revêtir le caractère exceptionnel d'expériences individuelles, confuses et sporadiques, mais se présentent à nous dans le cadre d'une tradition. Comme s'il s'agissait de 2 degrés successifs, nous nous pencherons d'abord sur le culte chevaleresque de la femme, puis sur les expériences des fidèles d'amour.